Bonjour, merci d'être venu pour cette table ronde un petit peu atypique dans le cadre des assises de la sécurité. C'est vrai qu'on n'est pas, on est sur une table ronde métier, on est sur une table ronde verticale en traitant de la problématique des journalistes et puis un petit peu plus large des lanceurs d'alerte et des blogueurs. On est sur pourtant des sujets qui intéressent directement les assises de la sécurité, parce qu'on va parler de sécurisation des sources, sécurisation des données, avec la mise en place de processus qui sont communs aux groupes de presse, aux journalistes comme aux entreprises industrielles. Donc c'est ça aussi qui est intéressant. On va voir que même si les journalistes exercent un métier peut-être différent de ceux qu'on rencontre aux assises, finalement, les problématiques restent similaires. Bien, alors pour discuter de ce sujet qui est quand même assez vaste, on va le voir, 4 intervenants que je vais présenter rapidement, commençant par la droite. José Beluffer, qui est DSI du groupe Le Monde. À ses côtés, Thierry Auger, alors Deputy CEO and CISO du groupe Lagardère, c'est ça ? C'est ça. Totalement à gauche, Jean-Marc Bourguignon, conseiller en sécurité numérique auprès de rédactions, de correspondants, de journalistes qui travaillent pour Reporters sans frontières. Et puis c'est sympa parce qu'il a mis son t-shirt pour bien montrer corpo, hein, c'est bien. Et à ma toute gauche, Amael Guiton, qui est journaliste à Libération. Donc, comme vous voyez, on a un panel assez varié, assez large. Pour ceux qui ont déjà été dans des tables rondes que j'animais, je fonctionne toujours de la même façon. Donc, on discute, on a un sujet à traiter. J'essaie de laisser 5-10 minutes à la fin pour les questions. Sachant qu'à moins le quart, moins 10, on est sorti. Donc si ensuite vous voulez aller parler avec les différents intervenants, vous échangez vos cartes, vous voyez ce soir, etc. Vous connaissez le système. Bien, alors je vais commencer avec Jean-Marc Bourguignon par rapport à ce sujet. Bon, j'ai mis, on a regroupé journalistes, lanceurs d'alerte et blogueurs. Ce sont des populations un petit peu différentes, mais comme je disais tout à l'heure, on est sur la sécurité, la sécurisation des données, des sources d'information et des sources d'information qui peuvent prendre diverses formes, et notamment les sources. Les sources sont aussi humaines, hein, on l'a vu ces derniers temps. Il y a eu quand même une grosse actualité, que ça soit, on le verra tout à l'heure, avec les Panama Papers, avec tous les événements qui se passent à travers le monde, où on a chaque semaine des journalistes qui sont tués dans l'exercice de leur métier. Alors quand je dis journaliste, c'est une grande corporation, hein. Il y a des photographes, c'est quand même beaucoup de gens, des blogueurs qui prennent des risques, des lanceurs d'alerte aussi qui prennent des risques parce qu'ils vont dévoiler des choses qu'on préfère on préfère garder sous le tapis. Pour nous, il y a quelqu'un qui va mieux en parler, enfin ils vont tous mieux en parler que moi d'ailleurs, mais je vais laisser la parole à Jean-Marc Bourguignon justement pour qu'il nous dresse un petit peu l'état des lieux et qu'il nous fasse part de son expérience qui est très riche et vraiment très intéressante. Merci. Bonjour, alors oui, moi je ne vais pas trop parler des lanceurs d'alerte, je vais plus me concentrer sur les journalistes, les reporters et les blogueurs ou des nets citoyens au sein de RSF. D'ailleurs, on leur remet même un prix depuis 4-5 ans. Au sein des RSF, on a ouvert un bureau Nouveaux Médias depuis un petit paquet d'années. Et donc, on essaye d'apporter un appui technique et humain, quand on peut, dans diverses rédactions à travers le monde. Un petit peu en France au niveau des trainings, dans quelques rédactions, ou aussi des freelances, en fait. Et donc voilà, le but, c'est vraiment... soit ils nous appellent ou nous allons vers eux pour faire sous forme de training comment protéger ses communications, protéger ses données, essayer de protéger ses contacts surtout. Pourquoi ? Parce que la menace elle a augmenté. On intervient dans des pays où souvent les gouvernements ou les régimes mettent une pression, espionnent la population, comme on peut parler par exemple de la Syrie avec une société qui a installé là-haut de quoi espionner la population, donc des journalistes, mais aussi la population complète. Donc c'est déjà
les alerter en premier des risques qui existent aujourd'hui, comment s'en prémunir, pas forcément se protéger à 100% parce que la sécurité informatique, le 100% n'existe pas. Donc c'est vraiment de réduire le scope à ce niveau-là. Et donc voilà en gros. Alors l'État, si je peux dresser rapidement un État, la situation c'est pas du tout positif actuellement. Il y a beaucoup de travail. Et aussi l'autre versant qui est assez récent au niveau de RSF, c'est les contacts par des journalistes d'investigation. Donc là, on est encore dans un autre secteur que le reporter de guerre qui prend des photos, par exemple en Syrie ou dans d'autres pays, et qui doit envoyer ses photos de façon sécurisée à sa rédaction. Et le journaliste d'investigation qui travaille sur des sujets sensibles, que ce soit sur le secteur bancaire, industriel, financier, politique. Et du coup, la menace n'est plus du tout la même. Voilà, que ce soit en France, qui est un pays démocratique, ou dans d'autres, malheureusement, la menace, elle est à peu près la même. Oui. Sauf que les ressources contre eux sont un petit peu différentes. Par contre, vous m'avez dit que vous avez senti la différence entre l'avant Snowden et l'après Snowden, notamment chez les journalistes français. Oui. C'est-à-dire, il y a eu une prise de conscience. Alors, Amael peut-être en parlera un peu plus tout à l'heure, mais il y a eu une prise plus que prise de conscience d'ailleurs. Oui, mais je pense que c'est là que tous les journalistes d'investigation, alors peut-être plus largement d'autres journalistes, mais vraiment spécifiquement les journalistes d'investigation qui étaient en train de faire des enquêtes sur des sujets, se sont rendus compte que c'était pas de la parano, que c'était pas que dans les films que l'espionnage existait et qu'il y avait des moyens qu'ils n'imaginaient même pas. Et donc oui, il y a eu une prise de conscience. Ils ont découvert ce que c'était qu'un MC Catcher, ce que c'était que divers outils qu'ils ne connaissaient même pas. Et ils se sont dit, bon là, on peut voir le matériel, on sait que ça existe, on a les fiches techniques, donc il faut qu'on fasse quelque chose. D'accord. Très bien. Merci pour cette première approche. On reviendra bien sûr sur d'autres points. Thierry, on te connaît bien aux Assises, t'es un fidèle et c'est vrai que là tu interviens donc parce que tu appartiens à un grand groupe de médias avec donc tu as une approche RSSI, tu nous l'as fait partager depuis plusieurs années, mais il y a aussi les spécificités comme chaque métier d'ailleurs, les journalistes ont leur spécificité de travailler avec des journalistes, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours une population qui accepte certaines contraintes techniques et en plus parmi les journalistes, je rappelle que tu m'arrêteras si je dis des bêtises, Groupe Lagardère, ce sont des médias comme Europe 1, comme Paris Match, donc avec des reporters qui partent aux quatre coins du monde, mais également des reporters en France, parce qu'il y a aussi des contraintes de sécurité. Donc là aussi, c'est un très large panel entre la sécurisation que connaît chaque entreprise, que doit mettre en place n'importe quel RSSI pour protéger le téléphone mobile ou le PC, comme pour protéger ces journalistes qui partent dans des pays où le mot démocratie reste surtout dans les dictionnaires. Oui, alors clairement, avec un paramètre qui est important, c'est aussi l'efficacité. Donc, c'est que se dire, il faut qu'on mette à disposition en fait des moyens qui correspondent en fait aux besoins de ces gens-là, qui sont parfois, comme le disait Florence, en fait, en décalage avec ce qu'on peut faire en termes de sécurité des systèmes d'information d'une manière traditionnelle au sein de l'organisation, et qui doivent effectivement fonctionner en fait à tout moment sur le terrain. Alors, en résumé, si vous voulez, aujourd'hui, si je dois prendre une image de ce qui est fait en fait pour le monde des journalistes en termes de SSI, on a bien sûr ce qu'on fait tous, c'est cette sécurité qu'on appelle sanitaire. Donc, c'est s'occuper en fait d'une manière assez standard de la protection de nos univers, que ce soit en fait les stockages de données, les terminaux. Alors, les terminaux, c'est surtout de la mobilité en fait pour ces populations-là, et c'est essayer de trouver le bon compromis entre les plateformes qu'on n'a pas trop souvent en fait à
retoucher en termes de système. Pourquoi ? Parce qu'on a une durée de vie aujourd'hui de ces terminaux qui est bien souvent en fait très limitée du fait des operating systems, des surcouches qui sont posées par les opérateurs et autres et qui sont difficiles en fait à maintenir au sein d'un écosystème. Donc on essaye de viser des technologies qui répondent bien sûr aux gens qui sont sur le terrain, ce qu'évoquait Jean-Marc, donc qui vont poser le moins de problèmes techniques possibles et qui sont en fait correctement sécurisés. Bon, je vous parle pas en fait de l'écosystème sécurité au sein du système d'information qui permet de gérer en fait toutes ces connexions. Donc ça c'est standard, quoi. Après, ce qu'on a, c'est toute la partie protection des contenus. Donc protection des contenus, donc ce qui est évoqué, les contenus très dynamiques. Donc alors ça peut être pour nous effectivement, ça a une première de couverture d'un Paris Match par exemple, c'est très sensible en fait quelques jours avant la parution. Donc là, il faut que les gens ils aient les outils qui leur permettent de poser ça à des endroits en fait où ça va être en termes d'usage transparent, mais ça va permettre en fait de s'assurer qu'on a une bonne gestion du droit d'en connaître et de la protection des contenus, quoi. Après, on a toute une partie en fait contenus qui sont en fait toutes les publications qui sont réalisées sur les différents médias qu'on utilise, où on s'est aperçu en fait ces derniers, alors je vais pas dire ces dernières années, c'est plutôt ces derniers mois, que on est tous victimes en fait de bad bots qui viennent en permanence pomper de l'information et qui représentent aujourd'hui chez nous à peu près en fait la moitié de la volumétrie technique. Quand je dis technique, c'est les systèmes, mais aussi la bande passante, et qui correspondent en rien en fait au business qu'on essaye de mettre en place, quoi. Voilà. Et puis pour terminer, donc juste la partie en fait sensibilisation, mais on reviendra peut-être dessus. Donc essayer d'accompagner les gens pour que effectivement ils aient aussi les bons réflexes et qu'ils fassent attention face en fait à toutes les menaces qu'on a tous chaque jour, quoi. Oui. Comme on voit, c'est quand même assez comparable à ce que font tes confrères dans les autres entreprises, quoi. Mais on reviendra peut-être sur les spécificités aussi du journaliste qui part à l'étranger. José, alors on va continuer un petit peu plus en avant. Donc, comme je disais, vous avez fait partie vous êtes DSI du groupe Le Monde. Bon, le groupe Le Monde, ça a été l'un des participants d'abord à Wikileaks et puis ensuite au Panama Papers. Je sais pas, j'espère que vous avez suivi un petit peu toutes ces affaires passionnantes. Et justement, pour garantir la confidentialité des données, pour garantir la sécurité aussi des journalistes, puisque l'un ne va pas sans l'autre, vous avez mis en place tout un tas de process. Bon, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Je sais qu'on ne va pas rentrer dans le secret des dieux, mais vous pouvez déjà nous dire un petit peu comment ça s'est passé, quelles étaient les problématiques, les attentes et comment vous avez pu le déployer. Le sujet, c'est aussi protection des sources. Oui. Donc, protection des sources, pour nous, c'est, j'ai envie de dire, c'est consubstantiel au journalisme, en fait. Nous, c'est notre gagne-pain. Protéger une source, c'est protéger les données, protéger les individus, protéger les journalistes. Donc, les outils qu'on met à disposition depuis maintenant 2 ou 3 ans, mais donc sont des outils qui ont été, j'ai envie de dire, dont on a déclenché l'usage par une expérience. C'est-à-dire, on a expérimenté des attaques, on a expérimenté des problèmes sévères de sécurité dont ont été objets nos sites, notre infrastructure et nos équipes, nos journalistes. Et j'avais fait en préparant cet exposé, j'ai compté le nombre de sujets d'attaques directes auxquels nous avons été confrontés, et j'en ai décompté en 17 mois 21, dont 8 nominales sur des journalistes bien identifiés. Donc, et quand nous avons une enquête ou un reportage ou j'ai envie de dire un travail lourd en termes de sécurité, comme par exemple les Panama Papers. Première chose, pour être très concret, qui se passe au journal Le Monde, c'est comment loger les journalistes dans un environnement qui n'est pas obligatoirement 100% safe, mais dans cet environnement traditionnel d'entreprise, avec la sécurité standard d'un groupe de presse, comment loger un sous-groupe traditionnellement de façon, j'ai envie de dire, hyper sécurisée, et créer les conditions pour éviter qu'il y ait un flux d'informations
sortant du noyau qui va travailler sur des données hypersensibles. Donc pour ce faire, on a déployé une logique basique de type banalisation et en même temps immersion des locaux où se passe l'enquête, non-connexion à l'Internet, du LAN sur lequel travaillent les journalistes, donc pas de sortie de papier, je vous l'ai déjà dit. Nous avons également créé un réseau internalisé, crypté, auquel se connectent la quarantaine de grands reporters ou journalistes qui sont dédiés à ce type de mission. Mais évidemment, c'est ouvert. Donc quand ça tourne, quand des journalistes ont besoin de partager une information ultra cryptée, eh bien, on ouvre le réseau. Et donc on a été même plus loin. On a créé une sorte de GIE avec d'autres journaux francophones, pour commencer. Mais c'est également ouvert. Je ne dis pas à Thierry qu'il est bienvenu, hein, mais on va pas faire de... Parce que c'est enregistré, rediffusé. Après, je vais me faire... voilà, mais surtout Lagardère. Comment dire, donc nous avons fait avec des amis suisses, avec le Soir de Bruxelles et quelques autres, nous avons créé un site qui s'appelle Source Sûre. Je convie les personnes ici présentes, quels qu'ils soient, se connecter sur ce site. Donc un site qui a pour vocation d'anonymiser les sources. Vous pouvez adresser un contenu à un journaliste, un journal, un média de votre choix. Ce contenu est garanti autant que faire se peut d'un point de vue sécurité informatique, c'est-à-dire bon voilà, et vous avez un numéro de dossier. À partir de là, un dialogue peut s'instaurer entre la source et le journaliste en anonymisant au maximum les échanges, en faisant appel à des outils type Tor2Web. Enfin, on a pas mal d'outils, je dirais. Qui sont à la limite du dark web, puisqu'on est contraint de travailler en faisant très attention sur notre droite et sur notre gauche aux outils que nos ennemis parfois peuvent utiliser pour essayer d'entrer dans nos systèmes. J'ai une question. Est-ce que n'importe quel journaliste de votre groupe, parce qu'on a parlé du Monde qui est le titre étendard, mais le groupe Le Monde, c'est quand même beaucoup de titres. Oui. Un journaliste qui commence une enquête d'investigation où il sait que ça va être soit risqué, soit peut-être être cause d'ennui ou autre, peut venir vous voir en vous disant bon bah voilà, moi je commence une investigation sur tel sujet, est-ce que je peux avoir cet accès à cette salle blanche, enfin bon, je surnomme comme ça. Très précis, depuis l'attaque que nous avons subie de la part du cybercalifate de l'armée électronique syrienne en janvier 2015, pour nous avons identifié absolument l'impérieuse nécessité d'avoir un journaliste bicasquette, donc journalisme et technicité. Donc ce qu'on appelle un RSSI en d'autres termes dans les entreprises traditionnelles, mais pour nous, compte tenu je dirais, du nombre de journalistes et de l'importance de l'information au sein de notre groupe de presse, quel que soit d'ailleurs le titre, aussi bien Le Monde que Courrier International, Télérama ou l'Observateur, le Nouvel Obs. Bon, on a effectivement ces demandes, pour répondre à votre question. Ça va même plus loin. Jusque-là, moi j'avais une flotte de portables que je mettais à disposition des journalistes en cas d'enquête. Donc c'est un truc que vous avez sans doute dans vos entreprises. Quelqu'un part à l'étranger, les cadres en mouvement peuvent emprunter un micro portable quand ils n'en ont pas un qui soit attitré. On préfère les orienter vers des machines de près. Ces machines, on les maîtrise. On les reconfigure à chaque retour de reportage. Et donc, dedans, il y a évidemment VPN, il y a toute la sécurité de base. Ce n'est plus suffisant. Depuis début 2015, maintenant, nous avons durci les affaires de tout ce qui concerne la sécurité. Et effectivement, quand un journaliste maintenant attaque un sujet difficile, que ce soit le terrorisme, que ce soit, maintenant c'est un peu, là c'est les événements politiques vont s'accélérer en France. Mais je veux dire, tout à l'heure, j'ai une consoeur journaliste qui va illustrer beaucoup mieux que moi, mais je veux dire, nous sommes plutôt serveurs
nous servons les demandes des journalistes. Donc, et effectivement, on a été jusqu'à configurer des machines cryptées. Mais quand je dis cryptées, c'est pas... donc c'est des machines qui utilisent une chaîne cryptée, y compris au niveau de la transmission. C'est-à-dire, c'est pas... on écrit sur Word ou un OpenOffice ou un LibreOffice quelconque, un NeoOffice, sur Mac ou sur PC, et puis ensuite, on transmet avec un petit logiciel pour faire joli, ou avec WhatsApp, ou je sais pas, parce qu'on se contente du niveau de cryptage, du niveau de chiffrage de WhatsApp. Non, c'est beaucoup plus que ça. L'OS est crypté, on boot sur des clés Tails. Je devais pas... je sais pas si bon, faut trop parler ici. Je n'ai pas appris par cœur la liste des participants à la table ronde, mais enfin bon, voilà. Donc on boot là-dessus. Ce sont que des personnes de confiance. Vous pouvez y aller. Dignes de confiance. De toute façon, après, je relève les empreintes, n'est-ce pas? Bon. Non, mais donc on a ce kit qui est restreint. C'est pas, on n'a pas des moyens infinis. Je pense que c'est pareil. La presse n'est pas, voilà, on n'a pas de moyens infinis, mais je dirais, c'est une problématique qui nous paraît quand même, bon, c'est un peu dingue, quoi, qu'il faille qu'on aille jusque-là, mais on ne peut pas rester inerte et dire, bah, ok, on se contente d'un PC, d'un Mac, on nous colle trois trucs de sécurité et terminé. Non. Et donc, j'ai un groupe de machines qui sont hyper sécurisées et donc qui me permettent d'utiliser des plutôt 3 à 4 serveurs Tor minimum avant de... Enfin, le réseau Tor est très utilisé. D'accord. Voilà. Merci. Alors, on va continuer parce que ça, vous ouvrez la porte à plein de questions passionnantes. Donc, je voudrais qu'Amaëlle, justement, qui, comme vous l'avez rappelé, bon, elle est directement sur le terrain et non seulement comme journaliste d'investigation, mais aussi passionné par ces sujets, vous nous racontiez un petit peu votre expérience et surtout comment aussi la communauté des journalistes aujourd'hui, je rappelle que vous travaillez pour Libération, vit aussi cette évolution. D'abord, je voudrais rappeler qu'avant l'affaire Snowden, où il y a un avant et un après, hein, ça Jean-Marc le disait très net, mais il y a eu un autre élément en 2010, si mes souvenirs sont bons, qui a fait comprendre aux journalistes la fragilité de la protection des sources au sens technique, c'est-à-dire qu'on a le devoir de protéger nos sources, mais tout le monde n'a pas forcément la conscience de à quel point elles peuvent être exposées, et cette affaire, c'est celle des fadettes du Monde. Parce que là, tout à coup, beaucoup de journalistes en France, ceux qui travaillaient sur des affaires sensibles, se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas forcément besoin d'ailleurs d'être écoutés pour qu'une source soit identifiée, mais que les métadonnées, ce qu'on appelle les métadonnées, c'est-à-dire qui communique avec qui, quand, comment, combien de temps, c'était déjà en soi quelque chose d'extrêmement sensible. Et aujourd'hui, un journaliste au Monde, à Libération ou ailleurs qui travaille sur des affaires qui brûlent un peu les mains, n'appellera jamais une source confidentielle depuis son portable. Ça, c'est terminé. Et c'est vraiment à ce moment-là que tout le monde en a pris conscience. L'ancien patron de la DGSI a d'ailleurs été condamné par la justice, hein, mais il y a eu en tout cas là aussi un avant et un après. Et alors, absolument. Voilà. Et puis alors il y a eu l'affaire Snowden qui a révélé l'ampleur de la surveillance pratiquée alors par la NSA et par les agences de renseignement de ce qu'on appelle les Five Eyes, hein, donc États-Unis, Nouvelle-Zélande, Canada, Grande-Bretagne et Australie, où on a effectivement pris conscience de l'ampleur de la collecte de données et effectivement des capacités techniques aussi des agences de renseignement. Donc tout ça a fait que il y a effectivement de plus en plus de journalistes qui se sont rendus compte que pour protéger ces sources, il fallait aussi faire un peu de technique, hein, c'est ce que disait José, mais effectivement ça fait des profils un peu particuliers. Tout le monde n'a pas forcément envie d'être technicien d'ailleurs, hein, ce qui est une des difficultés, mais en tout cas la perception elle a évolué à la fois chez les journalistes eux-mêmes, ceux qui travaillent sur les affaires, sur les histoires de renseignement, les reporters à l'étranger aussi, ceux qui vont sur les terrains compliqués. Il y avait eu aussi cet événement en Syrie, à Homs, d'un bombardement d'un lieu où étaient des journalistes, hein, Rémi Hochlik, et je me souviens plus du nom de la journaliste américaine qui est décédée aussi dans cette histoire-là. Quelqu'un qui part sur un terrain compliqué, il fait attention avec un téléphone satellitaire aujourd'hui. Donc c'est aussi tous ces événements qui ont fait comprendre aux gens qui avaient les mains dans le cambouis qu'effectivement il fallait faire attention. Dans les rédactions elles-mêmes, il y a eu aussi une prise de conscience, c'est-à-dire on sait qu'il faut protéger à la fois les sources et le travail même des journalistes. Et d'ailleurs dans les directions des journaux, je crois, ça a évolué parce que c'était quand même des questions. Je pense qu'il y a encore
il y a encore 5 ou 6 ans, les gens qui travaillaient déjà sur ces affaires-là, c'est effectivement, comme le disait Jean-Marc, un peu pour des paranos. Et puis après Snowden, on s'est dit que non, finalement, ils avaient peut-être même pas été encore assez paranos. Donc effectivement, il y a eu une vraie évolution. Et puis chez les sources elles-mêmes, ça a changé. C'est-à-dire que ça arrive, d'un journaliste qui se rend compte que telle source ne veut plus du tout parler au téléphone. Donc là, il faut bien effectivement trouver des moyens de faire ou des correspondants qui demandent à envoyer leurs articles par mail chiffré. Voilà. Donc ceux qui sont directement sur le terrain ont vraiment réalisé ce truc-là et effectivement ça change. Et donc oui, il y a une prise de conscience, il y a des usages qui évoluent. Oui, les journalistes aujourd'hui vont utiliser de plus en plus souvent des réseaux d'anonymisation type Tor pour faire des recherches parce qu'ils savent que comme ça ils seront moins tracés. Il y a les applications de messagerie sécurisée sur smartphone, ça aussi, ça se répand de plus en plus. L'utilisation effectivement dans des cas d'enquête longue et sensible de systèmes d'exploitation sécurisés, il y a Tails, il y a CubeOS, donc c'est des choses effectivement qui commencent à être prises en main. La mise en place de war rooms quand on est sur des enquêtes un peu compliquées, effectivement, se déconnecter d'internet. Et ça d'ailleurs, oui, je voudrais quand même le signaler, ça me semble d'ailleurs intéressant de voir que des journalistes d'investigation qui sont très peu techniques le savent, en prennent conscience et donc adoptent une stratégie, moi qui me semble par ailleurs tout à fait intéressante et que j'encourage pour ceux qui effectivement se sentent pas de chiffrer leur mail ou quoi, c'est d'y aller en lofi, c'est-à-dire en physique. Donc on évite les mails, on évite les coups de fil et on voit les gens dans des rendez-vous. Et on retourne à la machine à écrire comme en Russie. Pas forcément jusque-là, mais en tout cas, oui. J'ai une question parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure dans la préparation. C'est la formation dans les écoles de journalisme. Oui. Parce que vous m'avez dit, en fait, vous avez noté qu'il y avait quand même, et après on va parler de la sensibilisation d'une façon générale, ça commence à poindre dans les écoles de journalisme, même si c'était pas non plus au programme des écoles. Mais vous m'avez dit, moi j'ai l'exemple d'une école où j'interviens, c'est le bureau des élèves. Ouais, c'est pas tellement du côté des enseignants. Alors ça, effectivement, j'ai trouvé ça assez frappant. Après Snowden, il y a eu une demande de certaines écoles de mettre en place des formations à la sécurité, à la sécurisation des communications et des données. Y compris quelques journalistes qui on va dire utilisent ces techniques-là depuis plusieurs années, le font. Je pense qu'on est 3-4 en France probablement à faire des conférences ou des formations assez régulières sur ces sujets. Mais même là où ça ne se fait pas, ça peut être une demande des étudiants eux-mêmes. Et donc effectivement, là pour le coup c'était public, mais l'année dernière avec un ami qui est assez militant de ces technologies-là, on est allé à l'école de journalisme de Strasbourg où c'est les étudiants qui nous avaient demandé de venir pour faire une journée entière pour leur montrer des trucs. Et c'était effectivement le BDE. Donc effectivement chez les aspirants journalistes aussi, il y a cette idée-là. Juste quand même signaler que oui, ça évolue, mais ça reste compliqué. Ça reste compliqué parce que la sécurité, c'est compliqué. Sécuriser ses communications, c'est compliqué. Avoir une bonne hygiène de mot de passe, c'est compliqué. Avoir un mot de passe différent par service qu'on utilise, il y a des tas de gens que ça ennuie aussi et qui n'ont pas forcément envie de s'embêter à utiliser un gestionnaire de mots de passe. Donc il y a aussi cet effet d'inertie-là, avec lequel il faut aussi évidemment composer. Et puis composer avec des appétences pour la technique qui peuvent être extrêmement variables, c'est-à-dire des gens qui se sentent pas du tout à l'aise. Et puis à côté de ça, de plus en plus dans les rédactions, des gens, souvent jeunes, disons-le, mais qui vont avoir aucun souci pour apprendre à utiliser un système d'exploitation extrêmement robuste ou des logiciels de chiffrement, des emails, des messageries très sécurisées et anonymes, des choses comme ça. Donc on est aussi, il faut aussi composer avec des degrés d'agilité qui sont différents. Mais comme dans l'entreprise. Tout à fait. Merci. Alors en plus c'est très bien parce que je voudrais redonner la parole à Jean-Marc et je crois que c'est même pas une transition, c'est un petit peu sur ce même aspect. Là aussi, Jean-Marc, vous m'aviez dit, aujourd'hui on utilise de plus en plus de produits de chiffrement et il y a beaucoup de journalistes qui s'auto-forment et en fait on voit dans cette auto-formation elle n'est pas toujours très bonne, elle peut même être dangereuse. Alors, oui, il y a plusieurs... effectivement, j'ai rencontré
des journalistes ou des reporters, alors ça c'est pas trop en France, il y en a quelques-uns qui s'auto-forment, mais c'est anecdotique en France, vraiment, mais plus à l'étranger où, par exemple en Égypte, pendant les événements des printemps, ce qu'on a appelé les printemps arabes, il y avait beaucoup, alors pas forcément des journalistes, mais des blogueurs qui donnaient de l'actualité, qui envoyaient des vidéos YouTube, etc. Ils se sont emparés des outils, nommés Tails. Il y en a tout plein d'autres, mais notamment Tails, qui est actuellement, je pense qu'on va être d'accord, un des meilleurs produits pour garder vraiment une anonymité des données. Et ensuite, dans certains pays, effectivement, utiliser Tor, utiliser des VPN, enfin tout moyen de chiffrement, ou tout outil qui va produire un canal chiffré peut être un danger du coup pour l'utilisateur. Par exemple, je vais prendre le cas concret du Tadjikistan. Si vous vous rendez là-haut et que vous utilisez Tor, vous serez le seul du pays à utiliser Tor. Donc vous serez ciblé automatiquement. Voilà. La voiture noire qui arrive en bas de chez vous. C'est ça. Il y a vraiment des pays où il faut faire attention. Il y a des pays où il y a des législations qui interdisent l'utilisation d'outils de chiffrement. La Tunisie, par exemple, a encore une vieille loi qui oblige toute personne rentrant dans le pays à se rendre au ministère des télécommunications pour remettre ses clés de chiffrement privé. Par exemple, cette loi existe encore, c'est en Tunisie. Donc si demain ils veulent la réappliquer, tout journaliste ou homme d'affaires qui utilise un moyen de chiffrement devra se rendre au ministère des télécommunications, remettre ses clés de chiffrement, que ce soit de GPG ou VPN. Donc il y a dans plusieurs pays quand même des législations qui sont mises en place. Quand il n'y en a pas, souvent c'est pire, parce que du coup ils font ce qu'ils veulent avec. Donc voilà, le chiffrement c'est vraiment au cas par cas, enfin, tout moyen de sécurisation d'ailleurs, au cas par cas, selon le contexte, selon le pays. Selon le contexte géopolitique, oui. Parce qu'on risque. Justement, merci Jean-Marc. Thierry, par rapport à ça, quand tu as des journalistes qui doivent partir dans ces pays très riants et très démocrates, comme je le disais, quelles sont les consignes d'hygiène ? Alors en fait, et pour rebondir sur ce que disait José aussi, c'est le principe déjà du poste vide, donc du poste qui va servir à travailler, mais qui passe une frontière sans contenu et qui va ensuite repasser la frontière sans contenu, quoi, et qui est juste en fait un support en fait pour opérer, quoi. Après, c'est tout ce qu'on a évoqué, c'est effectivement se dire que on doit pas pouvoir être identifié par quoi que ce soit, et donc parfois c'est vrai que typiquement des solutions qu'on utilise depuis des années comme un bête VPN permet effectivement d'aller rebondir vraiment ailleurs et de ce fait de pas mal se cacher, quoi. On fait aussi attention en fait à une chose qu'on a vu se développer en fait ces dernières années, c'est en fait un shadow IT, parce que les gens qui sont moins au fait globalement des risques pensent en utilisant en fait certaines technologies que quelque part ils se mettent à l'abri, quoi. Donc on a mis nous en place des campagnes qui nous permettent de mesurer un petit peu quels sont les usages, et on s'aperçoit que dans ces milieux-là on a effectivement à peu près 40% en fait d'usages hors système d'information de moyens qui existent aujourd'hui en ligne et qui permettent de faire pas mal de choses, mais pour lesquels il faut aussi faire attention, quoi. Moi, je pense que vous avez vu par rapport aux discussions qu'on a déjà eues, quand même la similitude entre ce que vivent les groupes de médias et les journalistes et ce que vous pouvez voir dans vos entreprises. Il y a une chose aussi qui m'a intéressée, José, quand on en a parlé, on a préparé ensemble, c'est que vous m'avez dit, nous, on a été quand même assez pragmatiques. On est là pour répondre aux besoins du métier. Donc, on a aussi, c'est à la demande des journalistes que, et ça, bien sûr, le RSSI ou le DSI doivent mettre en place des process, mais c'est aussi qu'il y avait une demande, une attente, un besoin là pour les journalistes du monde, enfin du groupe. Il fallait protéger ses sources, il fallait protéger ses données, et donc là aussi vous avez un peu découvert en marchant. Enfin. On a découvert en marchant, et on a fait de la rétro-politique informatique, c'est-à-dire qu'il y a l'expérience de terrain qui a gouverné la construction d'un schéma de sécurité. Actuellement, on en est au point de mettre à disposition des journalistes une sorte de kit de sécurité. Avant, dans les temps anciens, ça fait assez longtemps que je suis au monde, on avait des kits de reportage.
On allait jusqu'au gilet pare-balles. Bon, ça, je ne vais pas vous faire de cinéma sur les baroudeurs qu'on a pu avoir dans l'équipe, mais bon, c'est... Et maintenant, le kit de sécurité, il commence par la clé USB cryptée. C'est-à-dire, ça a l'air bête de dire, mais tu perds une clé USB, tu perds beaucoup d'infos. Et donc, du coup, ça commence par ça, et puis après, ça monte jusqu'au niveau dont j'ai parlé, avec un ordinateur totalement neutre, vide, où on a l'impression qu'il n'y a rien dessus. Il y a un OS avec un traitement de texte open source, et dedans, il n'y a rien, pas de contenu. Donc on se dit, où est l'OS ? L'OS, il est dans la poche du journaliste. Il faut l'arrêter pour arriver à trouver ce qu'il fait. Et après, il y a le risque qui a été souligné par mes camarades, c'est de dire, quand tu vas dans un pays dangereux, difficile, et que tu utilises des outils de chiffrement, tu es immédiatement identifié. Donc, comment faire ? Anonymiser les appels téléphoniques. Ça a l'air de rien, mais c'est pas trivial non plus. Ensuite, anonymiser, ça veut dire quoi ? Mais ça peut aussi vouloir dire aller acquérir un téléphone mobile avec l'identité de quelqu'un qui est totalement neutre du point de vue journalistique. Et donc derrière, le téléphone, il est absolument pas anonymisé, les conversations peuvent être en clair, mais le titulaire de la ligne, il s'appelle José Bismuth. Ouais, bon, enfin non, là c'est mauvais jeu de mots, ça y est, je vais être accusé de... Voilà. Mais c'est effectivement, on répond à la demande, et puis on utilise parfois des moyens qui sont techniquement très sophistiqués, et parfois un peu de bon sens et de réflexion. C'est très important, la formation des utilisateurs et l'apprentissage des usages d'aujourd'hui. Certains des gamins qui arrivent aujourd'hui dans les rédactions, gamins en relation de l'âge que j'ai, vivent la sécurité. C'est consubstantiel aussi à leur pratique. Et donc, il n'y a pas de problème. Ça rentre impeccable. Ils connaissent les pratiques. D'ailleurs, ils sont parfois meilleurs que nous-mêmes. Quand ils arrivent, ils savent beaucoup plus de choses que certains de mes confrères. Et de moi, n'en parlons pas. En revanche, les autres, les journalistes un peu à l'ancienne, pour eux, protéger leurs sources, ils savaient faire. Et en fait, les nouvelles technologies de la communication n'ont fait que finalement compliquer la protection et déplacer le front, ce que je pourrais appeler la liberté d'expression, ou déplacer le lieu où doit se passer ce combat des uns contre les autres. Donc des institutions étatiques, des groupes de pression, des grandes pieuvres de droite et de gauche, et des petits moyens que nous sommes, des petits médias qui sommes derrière ce front, qui essayons d'informer comme on peut, avec les moyens qu'on a, qui ne sont pas infinis. Et on est, avec les nouvelles technologies de l'information, on pensait arriver vers un nouveau monde lisse, en fait pas du tout. Ça se complique. Ouais, je pense, oui. Merci. Amael, justement par rapport à ce qui a été dit, vos règles d'hygiène, alors vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, mais justement, vous, qu'est-ce que vous faites ? Comment vous faites ? Vous voulez dire moi au plan personnel ? Ouais, sur le plan personnel. Parce que pour le coup moi j'ai un appétit particulier pour la technique, donc évidemment ça m'est plus simple qu'à d'autres, mais par exemple j'utilise un gestionnaire de mots de passe de manière à typiquement à avoir des mots de passe non seulement différents pour chaque compte que j'ai, je sais pas, ça va de Gmail, parce que j'ai aussi un Gmail en plus d'autres adresses, à ce qui me permet de me loguer sur le back-office de Libération, par exemple, pour taper mes articles, avec des mots de passe très, très longs et aléatoires, par exemple. J'utilise du chiffrement d'email, mais parce que j'ai aussi travaillé sur les communautés hackers, et donc ils m'ont appris comment utiliser ce genre de choses. J'ai plusieurs applications de messagerie sécurisée sur mon smartphone en fonction des interlocuteurs, parce que tout le monde n'a pas la même. Et puis effectivement, ça m'est arrivé d'utiliser jusqu'à des systèmes d'exploitation sécurisés qui tiennent sur une clé USB, parce que c'est effectivement c'est la solution la plus robuste, une espèce de tout en un. Donc après, c'est pas un outil que j'utilise tous les jours, par exemple. Ce
ce qui me semble effectivement important, et c'est ce que disait très bien Jean-Marc, c'est d'être capable aussi de travailler en fonction du contexte, de réfléchir, et ça pour le coup je pense que c'est pas du tout spécifique à la presse, c'est beaucoup plus large que ça, mais de réfléchir vraiment à la question de ce qu'on appelle le modèle de menace, c'est-à-dire qu'est-ce que je cherche à protéger, de qui, dans quelle temporalité je suis, de quels outils j'ai besoin, à quel moment, et puis aussi effectivement avec qui je travaille, c'est-à-dire faire aussi en fonction des capacités de ses collègues, de ses sources, de ses contacts, de ses ressources, etc. Et ça c'est essentiel. Enfin, c'est là pour le coup, à chaque fois que j'ai fait des conférences ou des formations sur le sujet, j'ai toujours commencé par ça, en rappelant aux gens qui étaient devant moi que le premier acteur de la sécurité des communications et des données, c'est le cerveau humain. C'est pas la technologie. Et il n'y a jamais de réponse technique pure à une question comme celle-là. Effectivement, selon le pays dans lequel on est, on aura plutôt intérêt à se noyer dans la masse de services très grand public et pas du tout repérables qu'à utiliser un réseau d'anonymisation qui effectivement va faire que vous serez repéré tout de suite. Donc c'est toutes ces questions-là effectivement auxquelles il faut réfléchir. Et ça c'est un truc auquel tous les types d'entreprises sont confrontés. Nous, sachant que nous, on a effectivement cette responsabilité de protéger nos sources et notre boulot. Et, tout à fait. Et puis vos sources humaines à tous les niveaux. Non, mais je pense que cette table ronde a bien montré justement toutes les similitudes qu'il pouvait y avoir entre le secteur des journalistes et puis les autres entreprises. J'aurais bien continué, vous aussi sans doute, mais là je suis obligée d'arrêter. Je vous remercie en tout cas pour ce débat.